Donc une CPTS, tout est mis dans cet acronyme, hein, c'est une communauté donc, qui rassemble 270 acteurs de santé sur le territoire, territoire composé de 55 000 habitants. On regroupe 3 communautés de communes et 5 anciens cantons administratifs. On a divisé ce territoire en 5 anciens cantons. Pourquoi ? Parce que ça nous semble extrêmement pratique d'avoir un référent par canton qui permet de dire à quoi sert la CPTS, parce que c'est ce qu'on entend souvent, et à quoi ça sert ton machin, c'est encore une usine à gaz, donc on explique, c'est beaucoup de communication, et donc d'être au plus près des professionnels et de la population, parce qu'on fait régulièrement des tours qu'on appelle les CPTS tours, et comme il y en a 5, il y a 5 CPTS tours, et qu'il faut faire cette démarche pour avoir, à mon avis, le maximum d'adhésion et surtout le maximum de compréhension. Donc à quoi ça sert ? Ça sert avant tout, comme je vous l'ai dit, à rassembler les acteurs pour leur permettre d'améliorer leurs conditions d'exercice, faciliter l'organisation des soins, puisque c'est quand même loin d'être simple. On favorise aussi l'attractivité du territoire en montrant une bonne coordination, une bonne entente, une bonne interconnexion. Et le deuxième volet, qui est aussi, que l'on peut mettre aussi en premier, c'est de permettre à la population une meilleure visibilité des soins et de l'organisation des soins. Comment fait-on pour aller chez un tel ? Comment fait-on pour aller à l'hôpital ? Comment fait-on pour sortir de l'hôpital alors qu'on n'a pas de dossier ? Et vers qui se tourne-t-on et que fait-on quand on a un diabète, quand on doit maintenir à domicile notre personne âgée. Voilà, toute cette visibilité, elle est rendue accessible avec un site internet que je vous invite à visiter qui s'appelle cptssud28.fr où on a toutes nos missions de répertorier. Donc l'ensemble de ces acteurs, il a fallu au départ faire un diagnostic sur le territoire et donc une cinquantaine de réunions a été obligatoire pour faire ce diagnostic et ce qui nous a permis de ressortir heureusement l'ensemble des points qui sont maintenant rendus quasi obligatoires dans nos missions qu'on nous donne. Donc les missions, je vais vous en parler. Donc c'est une association, loi 1901, avec un bureau. Il y a un cadre national qui vient de la loi de modernisation de notre système de santé de 2016. Donc on a été quand même assez précurseur en 2017 pour se jeter dans l'eau avec ça. En France, il faut savoir qu'il y a à peu près 700 CPTS qui sont sur l'ensemble du territoire national et d'outre-mer, et que 60% de la population est à peu près couverte aujourd'hui par une CPTS. Dans la région centre, je suis fier de dire qu'il y a 98% de la population qui est couverte. Pourquoi ? Parce qu'il y a une volonté de travail en coopération depuis longtemps, puisque les 10 professions de santé, que sont pharmaciens, médecins, infirmiers, kinés, j'en oublie, sage-femme, orthophonistes, j'arrive jamais à les enchaîner, dentistes, il y en a 10, faites-moi confiance. En région centre, il y a une fédération qui regroupe ces 10 unions régionales des professionnels de santé et c'est quasiment la seule région qui a réussi à faire entendre ces 10 professions autour de la même cause qui est le bien-être du patient, tout du moins la santé du patient. Et donc ça, je pense que c'est grâce à cette volonté-là qu'on a réussi à développer ces CPTS. La deuxième difficulté, quand on monte comme ça une association, il faut du temps, il faut des fous. Vous en avez un en face parce qu'il a pas mis en veille, parce que je pense qu'il faut absolument continuer notre activité professionnelle, sinon on est déconnecté du terrain. Il faut faire ça en plus. Et donc la première année, c'est un petit peu avec toutes les institutions la même chose. Il faut prouver qu'on fait quelque chose, qu'on sait le faire, et après on peut aller chercher éventuellement des financements et avoir la prétention d'aller chercher des financements quand on est capable de prouver ce qu'on sait faire. C'est pas prétentieux, mais c'est un petit peu le monde comme tel qu'il est quand on veut chercher des financements. Donc on est parti comme ça mis en tête, petit à petit,
les lois sont arrivées et nous avons pu obtenir un cadre juridique et un cadre financier avec un accord conventionnel interprofessionnel, c'est notre fameux ACI, qui nous permet d'avoir ce financement de la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc on a un financement droit commun intégralement, avec un budget de fonctionnement et un budget pour toutes les missions que l'on fait. Donc il y a un budget fixe qui permet le budget de fonctionnement, qui permet d'embaucher du personnel, et un budget variable selon les missions que l'on fait, si on les réussit plus ou moins. Et donc c'est là où c'est compliqué, donc on a intérêt à ne pas avoir d'objectif trop ambitieux pour pouvoir y arriver et avoir la totalité de la somme prétendue. Bon. Pour vous dire, nous, il y a 4 tailles en fonction des CPTS. On a une taille intermédiaire qui est tout à fait à l'échelle humaine, sur un territoire humain, et on a un budget de 380 000 €. Il n'y a rien à cacher, ce qui permet, nous, d'avoir 4 équivalents temps plein, mais c'est nécessaire pour faire fonctionner la structure. Une directrice, une coordinatrice de parcours, une secrétaire administrative, et une personne qui s'appelle l'opératrice des soins non programmés, qui permet de gérer les appels et la redistribution d'une demande de soins dans la journée à un médecin qui est volontaire pour le faire. Donc voilà un financement, donc avec tous les risques et les inquiétudes que ça peut générer, mais ça fonctionne pas mal. Nos missions sont en premier, c'est l'amélioration de l'accès aux soins. Donc, gérer les soins non programmés, c'est-à-dire que chez nous, il y a 33 médecins généralistes, il y en a 16 qui ont accepté de donner des plages horaires chaque jour, 5 jours sur 7, dans la journée de 8h à 20h, pour répondre à un appel de soins non programmés. Le médecin est en vacances, le médecin est malade, le médecin ne peut pas recevoir. Donc la plupart des appels proviennent du SAMU, la deuxième des secrétariats médicaux ou des cabinets médicaux, et les autres demandes, c'est les partenaires, comme les pharmaciens, les infirmières, les SIAN, services de soins infirmiers à domicile, qui ont besoin d'un accès à un médecin dans la journée. Dans cette mission d'accès aux soins, il y a aussi faciliter l'accès à un médecin traitant. Donc ça fait très peur quand on propose à un médecin qui est déjà surbooké de lui dire est-ce que tu veux bien prendre un patient? Et aujourd'hui, on est en train de cibler chez nous 280 patients en affection longue durée qui n'ont pas de médecin traitant. Dramatique, déni, refus de soins, aux urgences, où ils renouvellent l'ordonnance. C'est un mot qu'il faudrait bannir, et même je vous remercie de divulguer, de bannir ce terme renouvellement d'ordonnance, parce qu'il n'y a pas de renouvellement d'ordonnance dans un cabinet de médecine générale. Normalement, il devrait y avoir réévaluation du traitement sur une suivi de pathologie chronique. On ne photocopie pas l'ordonnance. Et nos internes, on leur dit, si c'est pas une photocopieuse, le cabinet, c'est une réévaluation à chaque fois de la bonne compréhension déjà de la maladie et surtout de l'intérêt de ce traitement. Donc, si on leur dit ça, les médecins traitants fuient, donc on essaye de voir avec eux comment ils peuvent diminuer la charge, pas que mentale, mais physique, de leur profession. Et donc on leur demande, on leur propose, on y va doucement, parce que c'est la population la plus difficile à mobiliser. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de médecins généralistes face à moi, mais je ne suis pas toujours très tendre avec ma profession. Pas par démagogie, hein, surtout pas, mais moi le premier, il faut absolument qu'on propose une solution avant de dire et d'imposer un surcroît de travail, parce qu'ils voient ça comme ça. Donc déjà, la médecine générale telle qu'elle est n'a pas évolué depuis des années, et donc il est grand temps de la faire évoluer. Complémentarité. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que j'y crois plus qu'à fond, parce que je n'ai aucune pratique, moi, complémentaire dans ma formation, mais en tant que, c'est un grand mot, d'organisateur de soins, d'organisateur de coopération, de mise en place de parcours, je pense que c'est indispensable de mettre en relation l'ensemble des acteurs qui peuvent être autour de la santé du patient et du bien-être du patient. On a depuis plus de 10 ans dans notre maison de santé 2 infirmières installées. On a depuis une année une infirmière de pratique avancée,
et on a éventuellement la possibilité d'assistants médicaux. ASALE, ça vous parle, Action de santé libérale en équipe. Cet acronyme veut dire que cette infirmière a été formée en éducation thérapeutique, en entretien motivationnel. Elle reçoit le patient 45 minutes, chose que ne peut pas faire le médecin qui vous dit « Je fais l'éducation thérapeutique tous les jours. Oui, mais comment? On ne va pas le savoir. » N'empêche que le patient prend des traitements sans comprendre, sans savoir la nécessité de ce traitement à la sortie de la consultation ASALE, en théorie, et on le voit en pratique, les gens adhèrent beaucoup plus. À tel point qu'il a été prouvé sur une étude de l'IRDS, d'ailleurs depuis quelques années, ça a été reprouvé il y a 2 ans dans une dernière étude, c'est que les patients diabétiques qui sont suivis par les infirmières ASALE conjointement avec le médecin généraliste ont des taux, des indicateurs, alors c'est quantitatif, ce n'est pas qualitatif, des taux de suivi qui sont bien meilleurs. Alors ça, les financeurs, ils apprécient, ils applaudissent les deux bras parce que c'est des deux mains, parce que c'est vrai que la preuve en est, et on s'amuse, entre guillemets, à suspendre ou diminuer les traitements, et ça c'est prouvé. Et donc c'est super efficace. Donc on s'est dit, pareil, suivi de psychologie, médecine complémentaire, occupez-vous des patients, proposez-leur d'autres solutions, et je pense que les patients auront moins d'arrêt maladie, moins de psychotropes, moins d'anxiolytiques, iront mieux, dormiront mieux, travailleront mieux. Et donc, on est en train de prendre ça un petit peu à bras-le-corps avec des entreprises, des caisses d'assurance maladie, la caisse d'assurance maladie du territoire, pour essayer de surveiller, de suivre sur le long terme ces indices socio-économiques qui vont avoir un effet, pas demain, mais je pense d'ici quelques années. Voilà, donc organiser les parcours professionnels, je vous ai brossé un petit peu quelques parcours. Le parcours important, vous avez vu qu'on a un réseau social d'entreprise qui crée le lien indispensable auprès des 270 acteurs, et avec un taux de participation très important, ça permet de suivre les actualités du jour. Par exemple, pendant la crise sanitaire, ça a permis de déchiffrer toutes les directives qui descendaient d'en haut et de passer l'information, mais à tous les utilisateurs de cette plateforme, de les garder dans une banque documentaire, d'avoir aussi en répertoire tous les professionnels, d'avoir leur spécificité. Et donc, pour la labellisation, on ne fait que argumenter, pointer du doigt ce que les professionnels ont déjà mis sur leur profil de professionnel, en sachant la spécificité d'une infirmière. Si elle fait de la sophrologie ou de l'hypnose, on lui demande de le marquer et de le montrer auprès de l'ensemble des professionnels pour pouvoir envoyer, adresser de façon sécurisée si on connaît la personne. Tout l'intérêt de la labellisation, c'est de savoir si on peut sécuriser ce parcours-là. La pochette, vous avez vu on s'est fait taper dessus par la caisse d'assurance maladie à beaucoup de reprises. Ça y est, maintenant c'est en train de se développer sur le département. La pochette de coordination, c'est rematérialiser ce qu'à un moment la caisse d'assurance maladie était en train de développer avec le fameux DMP, le dossier médical partagé, qui d'ailleurs, depuis que la caisse de sécurité sociale l'a pris en main, ça se développe très bien, et l'espace santé numérique est un très bonne chose qui marche très bien avec des logiciels que l'on a maintenant métier, où l'alimentation se fait automatiquement. Il n'empêche qu'il y a des endroits où il y a des zones blanches, où il n'y a pas de connexion, 3G, 4G, 5G, ça n'existe pas, où l'Internet n'arrive pas, et les personnes âgées n'ont pas accès à cet espace santé numérique. Et donc, quand il y a un malaise à 3h du matin ou une chute à domicile, on a une pochette de coordination qui part avec le patient. Le SDIS, les pompiers, sont en cheville avec ça, et donc emmènent le patient et la pochette. Cette pochette, aujourd'hui, sert d'élément indispensable à tout un parcours de maintien à domicile que l'on a entre le repérage, ce que je vous ai dit hier, par un psychologue, d'une patiente qui est à risque de chute, qui a donné cet argument à la psychologue, qui s'en est emparée, qui, lors de notre tour de CPTS était présent, a enregistré le numéro qu'il fallait appeler, et on commence à déployer tout ce qu'il faut pour éviter une chute supplémentaire, pour maintenir le domicile plus agréable. Et donc on a un tableau de suivi dans cette plateforme sécurisée
qui permet à chaque acteur de voir où on en est. Et le gestionnaire de parcours de ce maintien à domicile peut faire passer de colonne en colonne tous les éléments pour que le maintien à domicile puisse se faire. Ça peut être l'APA, ça peut être la psychologue, ça peut être la sophrologue, ça peut être le portage des repas, ça peut être le service qui permet d'appeler la téléalarme, qui permet d'appeler quand la personne chute. Voilà, c'est de mettre en place tout le système autour du patient. Parcours de santé intégrative, on a appelé ça comme ça. C'est Isabelle qui nous a dit qu'on était tombé dedans sans le savoir. Avant la crise Covid, on avait un parcours qui s'appelait forfait, psy, diète, sophro. On est allé chercher de l'argent auprès de la mutualité sociale agricole, auprès de la CPAM, et on a indemnisé des professionnels pour qu'il y ait un accès à tous d'un suivi psychologique, mais aussi d'équilibre alimentaire et de mise en mouvement et de sophrologie s'il y a besoin, et avec la participation de l'IFPBC, l'établissement dont Isabelle s'occupe à Demain, près de Châteaudun. On a mis en place un parcours, je vais accélérer un petit peu plus, un parcours aussi pour les entrées directes à l'hôpital, pour faciliter l'accès des pathologies qui sont déjà prises en charge par le médecin traitant à domicile. Le bilan est fait, il manque un petit plus et on adresse directement dans un service. On a 48 heures pour que la réponse du service arrive et le patient ne passe plus par les urgences. Donc ça permet de ne plus emboliser les urgences et surtout qu'il y ait une meilleure prise en charge pour le patient qui n'attend plus des heures aux urgences. La troisième mission, après l'accès aux soins, les parcours que l'on développe, on favorise les actions de prévention. Donc là, en ce moment, il y a Octobre Rose, il y a eu Mars Bleu, il y a, voilà, tous les cancers sont prévenus. On mobilise nos infirmières azalées sur le territoire. On a la chance d'avoir une ou deux infirmières azalées par canton. Et donc, c'est elles qui sont référentes de ces actions. Et les marches qui sont organisées à l'heure actuelle pour mobiliser la population à ces actions de prévention sont organisées par les infirmières azalées. Le mois sans tabac, c'est pareil. Et l'activité physique adaptée, où on a accueilli, j'ai été maître de stage d'un éducateur en APA pendant toute l'année, qui a fini son cursus de master, et donc que l'on emploie. Là, en plus de toutes les salariés que je vous ai dit, on a un nouvel emploi qui est indemnisé, enfin qui est payé, qui va être salarié de la CPTS pour faciliter la mise à disposition d'un APA qui n'est pas toujours facile à mettre en place parce que les financements ne les a pas toujours. Et bien là, on a trouvé la solution de financer carrément ce poste. Voilà, je vous passe sur assurer la qualité des soins, c'est important. On organise des formations continues qui sont pluriprofessionnelles. Et là, c'est du combat parce qu'on a les médecins qui disent oui, mais c'est pas assez médecin centré. On en a d'autres qui disent oui, mais là, c'est trop spécialisé. Donc, c'est pas toujours facile de former les gens dans la pluriprofessionnalité. Donc, on est en ce moment dans le débat de reprendre des formations plutôt monoprofessionnelles. Et accompagner les professionnels de santé sur le territoire, c'est comment rendre attractif le territoire. Et ben ça marche, c'est-à-dire favoriser et essayer de pousser l'ensemble des acteurs de santé à accueillir des stagiaires. Là, très prochainement, on accueille pour la troisième année ou la deuxième année les étudiants en santé, le service sanitaire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un projet de M. Macron de mettre des étudiants en troisième année de médecine, mais pas que, tous les autres étudiants des autres professions de santé sur le terrain pour développer des actions de prévention. Sans faire de polémique, ça existait déjà avant, parce que l'éducation nationale s'en emparait, et là, c'est, je pense, un beaucoup de médiatique, mais on s'en sert, nous, pour la première année, donc on n'a reçu que 6 médecins. Là, on a demandé à ce que ça soit pluriprofessionnel, c'est-à-dire qu'on va avoir kiné, pharmacien, médecin, infirmier sur le territoire pendant cette semaine. Donc c'est une semaine en novembre, une semaine en mars, une semaine en novembre où ils font un diagnostic, ils mettent en place quelque chose à réaliser pour le mois de mars. Donc c'est la rencontre du territoire auprès des jeunes, de la jeune génération,
Et c'est hyper important. Et donc on a réussi à, tu vas l'apprendre là Isabelle, à mettre en place un binôme médecin-infirmier, 2 médecins, 3 infirmières, ensemble, pour travailler auprès de certaines entreprises, dont Vorwerk, dont Safran, qui chez nous sont les 2 seules entreprises, donc j'exagère, il y a Polstra aussi. Donc auprès de ces entreprises, pour faire du ressourcement, pour faire de la prévention de TMS, qui sont les troubles musculo-squelettiques, et donc surtout acculturer un petit peu, apprendre à cette jeune génération qu'aller sur le terrain, qu'aller ensemble sur le terrain, auprès d'entreprises, parce que maintenant les entreprises sont aussi nos partenaires, c'est aussi important pour faire de la prévention. On a les élus comme partenaires, on a les bénévoles qu'on a eu la chance d'avoir dans les centres de vaccination, et on a les entreprises avec qui on a organisé des vaccinations par car, par covoiturage, et on s'est rapproché. Cette crise Covid a été fabuleuse, je dirais. Faut en faire une victoire, parce qu'on a pu organiser encore plus le territoire. Ben voilà, je peux continuer si vous voulez. Après, je terminerai juste en disant qu'on a comme toute association, on a un bureau avec président, secrétaire, trésorier. Bref, dedans, il y a une représentativité des professionnels de santé. Vous avez dû voir que le trésorier était ostéopathe. Ça a été mal vu par la région, ça a été mal vu par le national. Mais on maintient, même s'il n'a pas envie d'y être, il y restera. Non, j'exagère. Et ensuite, le conseil d'administration. On a un conseil d'administration étendu à 5 cantons, donc un représentant par canton rentre dans ce conseil d'administration. Et on a un conseil d'administration élargi avec toutes les institutions. Donc on a un médecin salarié du centre de santé. On a le médico-social qu'on a pris tout de suite, le social et le médico-social, on l'a pris tout de suite dans le diagnostic territorial en 2017 parce que c'est indispensable. Le médico-social, c'est quoi? C'est les structures d'aide à domicile, c'est le service de soins infirmiers à domicile, c'est les assistantes sociales de la MDA, du département, et c'est l'hôpital. Et donc ces gens-là sont représentés au conseil d'administration élargi. Voilà. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. J'ai peut-être pas assez détaillé le processus de santé intégrative dans la CPTS, mais je pense que vous avez compris que l'esprit était ouvert, que les professionnels, les acteurs étaient dans ces parcours, maintien à domicile avec APA, psychologue, sophrologie, avec le parcours que l'on appelait avant parcours psy-diète sophro pour tout un chacun qui s'est transformé en parcours santé intégrative. Le terme est imposé, je dirais pas imposé, mais le terme a été mis. Maintenant, mon travail, ça va être de rendre visible ce qu'est la santé intégrative chez nous dans la région. Et on a une magnifique possibilité d'ouverture, c'est qu'on organise les journées nationales de la Fédération des CPTS à Tours en 2024. Je vais la semaine prochaine aux journées nationales de la Fédération des CPTS à Auxerre, donc je reviens pas loin de votre région. Et on va commencer à annoncer ce qu'est la santé intégrative, ce qu'est l'être, le bien-être, ce qu'est le patient dans un cercle et non plus au centre, j'ai entendu tout à l'heure. Ronde. Dans le cercle. Ronde. Dans la ronde, pardon. Dans la ronde. Et donc, voilà. Je vais déjà les mettre un peu au centre, ça va bousculer un peu le médecin pour le remettre au centre, à l'extérieur. Alors surtout, il faut vous couper, hein. Surtout le modèle, Marie-Solange m'a dit comment tu peux faire pour que ce soit replicable. Je ne peux pas faire, et je n'ai pas la prétention de dire que notre système est bon. Je me bagarre avec les institutions, avec le ministère, pour dire notre système qui est quand même sous surveillance, sous les feux de la rampe, on a une chance folle parce qu'il s'entend bien déjà antérieurement. Ça dépend de l'histoire du territoire. Il y avait une histoire avec des médecins qui étaient fabuleux sur le territoire, qui ont réussi à s'entendre avec tout le monde, à créer déjà ce réseau informel.
à organiser ce qu'on appelait avant la permanence de soins, à organiser avec un numéro de téléphone. Donc il y avait déjà ce sens de l'organisation pour le patient. Et donc chaque territoire a son histoire, chaque territoire a ses emmerdeurs, parce qu'il en faut pour pouvoir se bagarrer, mais il n'en faut pas trop. C'est une question de dosage, et donc on ne peut pas repliquer, voilà, ça dépend, il faut s'engager. Moi j'ai accepté de mettre un petit peu en veille, mais je garde 3 jours d'activité par semaine. 2 jours, je m'occupe et de la maison de santé et de la CPTS, mais principalement de la CPTS, parce que j'ai une coordinatrice dans la maison de santé qui a bien pigé comment ça fonctionnait, mais il y a quand même toujours des petits ennuis. C'est plus facile une CPTS qu'une maison de santé. Une maison de santé, on est en vase clos, on a un toit, on a des murs, on a des problèmes de chauffage, d'électricité, de portes, d'informatique. La CPTS, voilà. Et vous avez bien compris aussi, la CPTS, par rapport aux maisons de santé, c'est qu'on intègre des professionnels qui sont complètement isolés, tout seuls, qui veulent travailler en exercice isolé. On intègre des gens qui sont en petites structures regroupées. On intègre ce qu'on appelle aussi des équipes de soins primaires. Un médecin ou 2 médecins, mais surtout un médecin, 2 infirmières ou 2 auxiliaires. On intègre d'autres structures comme ça. Et on a la possibilité, pas de marcher côte à côte avec l'hôpital et les institutions, mais on a la possibilité de marcher à côté, mais avec, surtout, c'est notre mot d'ordre, c'est de ne pas faire des routes parallèles. Comme la médecine parallèle, c'est pas de la médecine parallèle, c'est de l'intégratif, et on fait de l'intégratif avec les professionnels sur une plateforme. Voilà. Est-ce qu'il y a des médecins généralistes? Parce que j'ai le courage de le demander après. Je suis médecin généraliste retraité, et l'histoire m'intéresse. J'ai une question financière simple. Tous ces soins, avec les différentes professions, ces professions n'ont pas toujours un remboursement par les caisses de sécurité sociale. Pour des raisons simples, je prends un exemple. Le médecin, la psychologue, j'ai rien contre les psychologues, a des honoraires particuliers qui ne sont pas remboursés par les caisses de sécurité sociale. Et donc il y a d'autres secteurs où vous allez avoir des difficultés pour le patient. Qu'est-ce que lui va payer? Qu'est-ce que vous payez? Et comment ça tourne tout ça? Alors, l'accord conventionnel interprofessionnel, l'ACI, qui permet d'avoir un financement, ce financement, on n'a absolument pas le droit de l'utiliser pour payer ou indemniser des professionnels. Ce n'est pas fait pour ça. Mais par contre, rien ne nous empêche d'aller chercher des cofinancements. Et c'est ce qu'on n'arrête pas de faire. En fait, la France est un pays un peu bizarre, donc j'ai embauché des gens pour aller chercher des financements, pour les payer, pour aller rechercher d'autres financements. Après, c'est pas que la psychologue est bizarrement payée, c'est que le médecin généraliste est insuffisamment payé. C'est peut-être ça aussi. Et c'est une autre discussion qui n'a pas lieu d'être ici. Et je dis bien que les discussions sur les financements ne sont pas le lieu de la CPTS, mais plutôt des syndicats. On organise les soins. Mais c'est important, c'est une question importante. Soit on s'en fiche et obligatoirement on trie la population, et malheureusement les gens qui n'ont pas de revenus suffisants ne peuvent pas bénéficier de cette prise en charge importante, soit on va chercher des cofinancements, et c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'avec des cofinancements, on arrive à indemniser les professionnels. Et nous, dans notre parcours, les cofinancements permettent d'indemniser les psychologues, les sophrologues. Est-ce que vous avez des professionnels de santé qui sont secteur 2 chez vous? Alors, je réfléchis parce qu'il vient de partir à la retraite. Mais les secteurs 2 chez nous, en ruralité, c'est pour ça que tout dépend des territoires. On n'a qu'un secteur 2 qui vient de partir à la retraite. Donc, vous n'avez pratiquement jamais. Parce que ça poserait vraiment de grosses difficultés. Ça poserait des difficultés financières. Aujourd'hui, je pense que de toute façon, les gens sont tel défaut de soins que voilà. Ce qui est important, c'est que le médecin en secteur 2 analyse sa pratique, voit comment on organise la prise en charge. Si le praticien en fait partie du circuit, ça ne choque pas les patients. Les mutuelles ne remboursent pas beaucoup
je supplémente le secteur 2. Donc vous aurez des problèmes. Non, mais c'est tout. Mais c'est pour ça que je vous dis que les secteurs ne peuvent pas être superposables et que chez nous, ça n'existe pas. Ce que vous nous avez présenté là, c'est en Haute-Marne. Je suis arrivée un petit peu en retard, excusez-moi. Non, c'est sur le secteur du Sud 28, c'est en Eure-et-Loire. Ah ouais. 28. C'est ce qu'on voudrait qu'il se passe ici. Ouais, vous pouvez venir chez nous. C'est pour ça que je me permets de vous dire que je n'ai pas la prétention de vouloir dupliquer ce système-là. C'est selon l'historique, l'histoire, le vécu, la présence ou non de médecins secteur 2. Je ne pense pas que ce soit un obstacle, le secteur 2. Je pense que c'est un faux problème. S'il vous plaît, vous avez dit qu'il y avait 700 CPTS sur mobile. Où est-ce qu'on peut trouver la liste? Vous tapez sur Google Fédération des CPTS et vous avez la cartographie qui est mise à jour. Jusqu'à hier, c'est vraiment quotidiennement mis à jour. Alors il y a différents stades il y a ceux qui ont une lettre d'intention, j'ai l'intention de créer ma CPTS. Il y a ceux qui ont le projet qui est en train de se réaliser avec un diagnostic territorial. Il y a l'accord de l'ARS et de la région. Et après, il y a la finalisation avec cette signature de la convention avec la tripartite, c'est ARS, Caisse primaire d'assurance maladie et CPTS. J'ai pas très bien compris un petit point de précision. Est-ce que sur le même territoire, il y a également d'autres, il y a des maisons de santé? Il n'y a pas une maison de santé? Si, dans la CPTS, nous, on a 3 maisons de santé. Ah oui, il y a 3 maisons. Il y a des CPTS où il y a 10 maisons de santé. D'accord. Il n'y a pas de problème avec les maisons de santé, il n'y a pas de... D'accord. CPTS, c'est une organisation territoriale avec une nécessité de prise en charge sur le territoire, alors que dans une maison de santé, c'est patientèle. Donc c'est d'un côté un médecin ou une MSP qui a une prise en charge de patientèle, la CPTS a une prise en charge de territoire populationnel. On a une obligation d'organisation populationnelle. Et quel effet, on sait bien que ça ne peut pas se disséminer, être dupliqué, mais quel effet sur les autres CPTS d'Eure-et-Loire? Parce que ça, c'est la CPTS Sud, 28. Je suppose qu'il y a le Nord, 28. Il y a le Nord-Ouest Eure-et-Loire qui s'appelle Noël. Il y a 6 CPTS en Eure-et-Loire avec une inter-CPTS. C'est cette volonté d'inter-CPTS qui est dans les instances départementales pour pouvoir rayonner au niveau régional et national. Il y a une remontée. Et on maintient absolument cette organisation bassin, département, région, ministère. Et dès qu'on a un truc qui descend, on dit stop. Mais on est un peu mal vu de là-haut parce qu'il faut vraiment, surtout que le Ségur de la santé, après ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, a vraiment démontré que les professionnels sur le terrain en France étaient extrêmement réactifs. À titre d'exemple, on a monté en 3 jours avec les élus des centres de diagnostic dans chacun de nos cantons, 3 jours. On a réuni, 3 jours après, les salles étaient ouvertes. 3 mois après, le cahier des charges ministériel est arrivé dans ces centres, 3 mois après. Donc ils étaient un peu gênés, l'Agence régionale de santé, mais ils avaient l'obligation de venir. Voilà le pouvoir descendant du national sur le bassin. Et donc, en conclusion, après cette crise sanitaire, on a reconnu quand même que les bassins étaient un modèle, les CPTS, un territoire à l'échelle humaine pour organiser, faire remonter les informations, et donc ils respectaient ça. Et de temps en temps, ils l'oublient, donc de temps en temps, on leur répète. Est-ce qu'il y a des médecins qui continuent à pratiquer, est-ce qu'il y a des médecins qui continuent à pratiquer en individuel libéral complet en dehors du réseau et de la CPTS? Ah oui, il y a des médecins qui n'ont pas signé la CPTS. Il y a pas. Là, il y a eu un mouvement depuis l'année dernière assez virulent, les médecins pour demain,
matériel gouvernemental et qu'on était le bras droit et des caisses primaires et du ministère. Moi, je pense pas. Je vois bien, je suis dans le conseil d'administration de la Fédération nationale. C'est un fabuleux, pour ne pas reprendre ce qui est dans le film, mais c'est un fantastique outil qui est mis à notre disposition d'organisation du territoire. On est libre de l'organisation du territoire. Alors après, il y en a qui vont nous dire, mais oui, mais tu es complètement dépendant parce que tu as de l'argent, que ceci, que cela, et les objectifs. Mais de toute façon, dans les exercices isolés des praticiens aujourd'hui, surtout les médecins généralistes, on n'est pas libre. C'est une fausse croyance. C'est quand même de l'argent de l'État qu'on dépense. On se doit d'être normalement formé, réévalué, supervisé, chose qui n'est pas souvent faite, et il y a encore des professionnels qui font un peu n'importe quoi, et donc qui dépensent quand même le bien public. Nous, je pense qu'on dépense le bien public en faisant attention, et on a, c'est pas, je ne vous l'ai pas dit, mais tous les ans, cette signature de cette convention que l'on a signée avec notre accord conventionnel qui nous donne le droit d'avoir un financement, tous les ans, c'est remis sur le tapis avec 2 fois par an un dialogue de gestion. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vos missions, vous avez pu les tenir? Et plutôt que de dire « montrez-moi vos doigts, je vous tape dessus », c'est « comment pourrait-on faire pour que vous puissiez les faire l'année suivante ?» C'est quand même bien plus bienveillant que le contraire. Et donc, on est dans un dialogue véritable avec la caisse primaire d'assurance maladie. C'est-à-dire que dans le territoire, on a décidé de mettre la santé intégrative en avant, et bien on va avoir un financement sur une ligne d'organisation de cette santé intégrative. Je ne parle pas des financements des psychologues. Les financements des psychologues, soit les gens peuvent payer, soit les gens ne peuvent pas payer. Pour les gens qui ne peuvent pas payer, c'est ce que je vous ai dit, c'est des cofinancements, et on essaie d'avoir des cofinancements. Et ça marche, les cofinancements. Et je vous garantis que la santé intégrative, quand on en parle au conseil départemental, quand on en parle au pays, qui sont les organisations territoriales, quand on en parle au conseil régional, ils entendent, parce que ce sont des humains avant tout, ils ont des histoires de vie, ils ont des histoires de cancer dans la famille, ils ont des histoires de maltraitance ou de bien-traitance, mais ils sont très sensibles. Et à la fin de la réunion, ils nous disent « c'est quoi cette histoire de santé intégrative? Vous pouvez m'en parler un peu plus ?» Et là, on a obtenu, pour la fin de l'année, un financement, et pour l'année prochaine, on va obtenir un financement. Donc voilà, il faut aller chercher les cofinancements. En attendant que les mutuelles, en attendant que la sécurité sociale. Aujourd'hui, on n'est pas dans une démarche bon, ça s'appelle bien, malheureusement, enfin, je vais plagier Alain Toledano, mais l'assurance maladie ne devrait pas s'appeler comme ça, hein. Devrait s'appeler assurance santé. On est quand même encore dans la maladie, on devrait être dans la santé et on devrait être dans la prévention. Alors là, c'est sous les feux de la rampe aujourd'hui, on met de la prévention à toutes les sauces, avec des centres régionaux, des centres départementaux, des référents, mais il n'empêche qu'il faut mettre un peu plus d'argent sur la prévention. On financerait toute cette santé intégrative intégralement, je pense qu'on aurait moins de maladies, mais ça, il faut le prouver. Petite question sur le rêvé, au niveau, enfin pour intégrer justement dans cette CPTS élargie et ouverte, C'est ça. ouais, enfin, puis même en santé intégrative, alors bon, avec des ostéopathes, sophrologues et autres, par rapport aux instances justement type ARS, Sécu et autres, est-ce qu'il y a eu des exigences, des choses, ou est-ce que aussi vos professionnels, enfin vos praticiens là sont à la base issus de formation, enfin infirmière ou kiné ou autre, ou pas du tout? Vous voulez dire dans l'instance CPTS ou dans l'instance organisationnelle du conseil d'administration? Dans l'instance CPTS? Non, il n'y a aucune exigence. Et les professionnels, enfin par exemple l'ostéopathe ou le sophrologue ou autre, ne sont pas infirmières ou kinés ou je sais quoi à la base? Non. Non. Encourageant. Non, mais il faut avoir la volonté d'aller les chercher, il faut avoir la volonté aussi de se dire que c'est... De toute façon, les patients vont voir tous les autres. Donc autant le flécher, et c'est l'intérêt de cette labellisation, c'est de rendre public
Alors ça va poser problème, mais on est en train de solutionner, j'espère, cette histoire d'affichage, de concurrence, telle pharmacie fait l'homéopathie, pas l'autre. Ça pose problème à la concurrence quand même. Donc il va falloir, de toute façon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les profils de chaque individu, dans notre plateforme qui s'appelle GemSpot, on demande la spécificité pour que déjà le professionnel qui a besoin et qui recherche trouve quelqu'un. On tape Sophro dans le moteur de recherche, on tape épaule, on a les kinés qui s'occupent des épaules, mais on a aussi peut-être l'ostéo qui aime bien s'occuper des épaules. Voilà, donc c'est toute une volonté de se dire le patient, il peut avoir besoin de tout un chacun sur le territoire. C'est le groupe qui fait garde-fou. Je trouve que l'intérêt de la CPTS, c'est de toute façon tout le monde se connaît, on communique sur la plateforme. Effectivement, quelqu'un qui n'aurait pas ce cadre professionnel de santé fait partie du groupe, communique avec les médecins, avec les autres. Et donc, il y a une régulation aussi par le groupe, en allant plus loin avec la labellisation. La régulation se fait d'abord par le groupe. Et la labellisation va porter sur quoi? Sur l'organisation, sur les praticiens ou sur d'autres aspects spécifiques? La labellisation sur l'organisation, les praticiens, les parcours, en fait, t'as tout dit, je pense. Enfin, plus. En fait, la labellisation, c'est une labellisation du processus de santé intégrative. Donc effectivement, ça va être le type de pratique qui fait quoi? Est-ce que c'est bien dans la légalité? Parce que par exemple, il y a, d'un point de vue légal, l'acupuncture ne peut être pratiquée que par les médecins, là dernièrement aussi par les sages-femmes, mais ensuite c'est les processus de coordination qui sont mis en place, c'est-à-dire qu'encore une fois, ce qui protège, c'est pas que quelqu'un aille voir un ostéopathe ou tel hypno qui est formé de telle façon, c'est vraiment est-ce qu'il y a une communication qui se fait via une CPTS, est-ce qu'il y a un référent médecin qui a posé le diagnostic, est-ce que c'est bien le médecin qui a posé le diagnostic et qui propose le parcours. Et donc là, on rentre dans quelque chose qui est logique et qui va être certifié à ce moment-là, enfin labellisé à ce moment-là. Après, donc, tous les professionnels ne rentrent pas dans la CPTS, quasiment tous, sauf les médecins généralistes, et j'ai que 2 médecins généralistes qui étaient rentrés au départ et qui, avec le mouvement de colère l'année dernière, sont sortis. C'est dommage. Mais c'est mauvaise information. En colère contre l'IPA, une IPA c'est une infirmière de pratique avancée, c'est une méconnaissance du système. C'est pas je suis là pour te piquer des patients, mais je suis là pour t'aider éventuellement à prendre en charge, à te libérer du temps pour que tu rentres un patient. En France, c'est anormal de n'avoir en moyenne, pour vous dire, un médecin généraliste cette année a en moyenne 1300 en France patients médecins traitants. Dans les centres de santé municipaux, c'est 600. Au Canada, c'est plus de 3000 ou 4000. Pourquoi? Et en Angleterre, je ne sais plus comment il s'appelle, mais ça doit être considérable parce qu'ils ont un parcours de vie, de suivi de patients, du motif de consultation jusqu'à la prise en charge. Et ce n'est pas que le médecin qui fait tout. En France, aujourd'hui, c'est que le médecin qui fait tout et qui veut tout faire. Alors qu'aujourd'hui, on peut très bien déléguer. Je vous ai parlé de l'infirmière Azalée. Moi, un diabétique, je dis moi, mais je ne suis pas un exemple, mais ce qu'on peut faire, ce que je fais, ce qui me libère du temps, pas pour malheureusement prendre de nouveaux patients pour l'instant, mais pour faire ce que je fais en plus, un diabétique stabilisé, je le vois qu'une fois par an. Les autres fois, c'est l'infirmière Azalée. Et c'est de temps en temps aussi l'infirmière de pratique avancée, à la différence de l'infirmière Azalée qui peut prescrire, qui suit des pathologies complexes, stabilisées, chroniques, stabilisées ou pas. Nous, on a pris la décision de dire aussi, même pas stabilisée. Elle est compétente, elle a fait des études en plus, elle a fait 2 ans de formation thérapeutique. Il y en a qui disent que c'est des super externes. Je pense que nous, on l'a pris en stage, on l'a sécurisé. Elle est dans un endroit où il y a 5 médecins généralistes, il y a 2 cardiologues, on a de la chance. Et donc, si jamais il y a un problème, de toute façon, elle est sécurisée. Une IPA, par contre, seule,
En libéral, ça pose problème, parce qu'il lui faut une activité certaine, il lui faut des médecins généralistes, donc c'est un petit peu faussé le débat. Là, on a la chance qu'elle soit salariée. Voilà, donc, mais ce qu'il faut, c'est se faire aider. Aujourd'hui, je pense que les médecins généralistes devraient se faire aider un petit peu plus, devraient déléguer un petit peu plus. Vous parlez tout à l'heure, c'était très intéressant, psychiatre, psychologue, c'est un monde, quand on les rencontre, quand on a fait le diagnostic territorial, il y avait les psychiatres d'un côté, les psychologues de l'autre, et les psychiatres sont sortis, enfin c'est scandaleux. Moi je suis allé présenter ce que c'est le CPTS, j'étais l'homme à abattre parce qu'on essaye de transgresser des règles qui sont vieilles d'il y a 50 ans, ou alors ils avaient peur que je leur critique, que je les critique en leur disant comment on peut faire pour faire rentrer des nouveaux patients. Parce que la psychiatrie aujourd'hui, je suis désolé, mais elle se gargarise avec des chiffres de patients qu'elle suit, mais avec un échantillonnage infime, alors que tout le reste est dehors et ne peuvent pas rentrer. Donc on dit haut et fort ce qu'on pense. Les psychologues, pourquoi ils n'auraient pas leur place? Voilà, kiné, ostéopathe. Mais la réunion, c'était les premiers jours infernales, les premières réunions. Et je vous dis pas, le nouveau conflit que j'ai créé l'année dernière, c'est un pas kiné. Tu viens nous piquer notre boulot. Et par contre, ils sont débordés. Alors le maintien de domicile, mais oui, pourquoi tu ne nous parles pas de... Ben, il y en a pas, et puis tu es débordé. Ah oui, mais c'est notre boulot. Ah mais il faut savoir. Je comprends pas. Les médecins généralistes, c'est pareil. On a trop de boulot. Et éventuellement, on fait autrement. Les diabétiques, quand ils sont stabilisés, on peut peut-être les voir un peu moins souvent. Pourquoi 3 mois? Pourquoi 4 mois? Pourquoi pas une fois par an? C'est la grosse difficulté quand on commence en médecine générale, c'est non seulement qu'est-ce que c'est qu'un rhume, je ne sais pas, de toute façon je n'ai plus de rhume, parce que je les envoie chier, parce qu'un rhume, de toute façon, je suis allé chez le pharmacien. Et la deuxième chose, c'est que les délais de traitement. Alors il y a les médecins frileux qui envoient les gens fréquemment, puis je suis désolé, c'est aussi le fonds de commerce. Il y a les gens pas frileux qui envoient les gens moins fréquemment. Et bien ces gens moins fréquemment, on peut établir une règle en disant aussi, à partir de tel seuil de biométrie de chiffres, peut-être que tu peux te faire aider et tu n'as pas besoin de les voir tout le temps. Et ça te libère une place. Donc c'est schizophrénique comme débat. Bah, écoute, merci à vous. Merci Bertrand.